Fin septembre 2025, un plan de paix en 20 points pour Gaza était présenté comme une avancée historique incontestable. Au même moment, depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, brisait ce récit lisse en rappelant qu'aucune paix n'est légitime sans les peuples concernés. Que signifie, pour celles et ceux qui suivent l'actualité de Gaza et des Burkina Faso News, cet avertissement lancé loin des grandes capitales mais au cœur du principe de souveraineté? Entre promesses de reconstruction rapide et silence des habitants exclus des négociations, une fissure apparaît, étroite mais décisive. L'initiative internationale promettait une sortie rapide de crise en articulant aide humanitaire, reconstruction et cessez-le-feu supervisé. Elle offrait l'espoir d'un apaisement concret pour une population épuisée. Mais derrière cette promesse, un enjeu plus profond se dessinait. La légitimité du processus, souvent éclipsée par l'urgence d'agir et par la pression des grandes puissances. La mise en garde d'Ibrahim Traoré a ainsi servi de point d'arrêt, obligeant diplomates et observateurs à interroger non pas la volonté de reconstruire Gaza, mais la manière dont cette reconstruction serait décidée. Le risque était clair, une paix élaborée sans les habitants concernés pouvait devenir une paix administrée, fragile et sujette aux ingérences extérieures. C'est ici que surgit la question qui dérange, micro-hook imparable, comment garantir une paix durable si les voies locales demeurent absentes ? Ce point de bascule n'était pas qu'un détail technique. Il redéfinissait l'ensemble du débat, rappelant que les processus de paix ne se mesurent pas seulement à leur efficacité immédiate, mais à la place qu'ils accordent au peuple qu'ils prétendent servir. En moins de 72 heures après l'annonce du plan de paix en 20 points, un phénomène silencieux mais mesurable a émergé. Une multiplication des échanges diplomatiques, doublé d'une montée des interrogations sur la légitimité du processus. Ce brusque déplacement du centre de gravité, né d'une intervention jugée marginale, a révélé l'ampleur réelle du doute qui traversait plusieurs capitales africaines et non alignées. Ce retournement permettait enfin de répondre à la question suspendue depuis le début. Pourquoi l'avertissement initial d'Ibrahim Traoré pesait-il plus lourd que prévu ? La chaîne de causalité est apparue rapidement. D'un côté, le plan américano-israélien mettait l'accent sur la reconstruction, l'aide immédiate et un cessez-le-feu encadré par des acteurs internationaux. De l'autre, il laissait intacte une faille essentielle, l'absence explicite d'un mécanisme d'autodétermination ouvrant la voie à une gouvernance conditionnelle où les Palestiniens resteraient bénéficiaires plutôt qu'acteurs. C'est précisément cette tension entre ambition humanitaire et déficit de souveraineté qui a déclenché les premières réserves formulées dans un rapport préliminaire adressé à l'Union africaine. Le contexte général amplifiait encore ce décalage. Alors que les grandes puissances cherchaient une réponse rapide à la crise, plusieurs gouvernements africains examinaient les implications à long terme d'un accord élaboré sans participation locale. L'analyse juridique pilotée depuis Ouagadougou soulignait 3 lacunes majeures. L'absence de processus électoral local, l'indéfinition de l'autorité dirigeante et l'ambiguïté autour de la gestion sécuritaire. Ces points, bien que techniques, formaient une base fragile, susceptible d'alimenter une intervention étrangère prolongée. À mesure que ces éléments circulaient discrètement entre chancelleries, un deuxième effet en cascade est apparu, la réactivation du débat plus large sur la souveraineté des peuples dans les accords de paix contemporains. Ce débat, jusqu'alors périphérique, a commencé à s'imposer comme un prisme incontournable pour comprendre l'avenir du dossier de Gaza. Et c'est dans ce déplacement conceptuel plutôt que dans les chiffres eux-mêmes que se jouait l'essentiel de la scène. Dans l'analyse de la crise, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère discret mais constant, un acteur qui privilégie la cohérence juridique plutôt que la gesticulation diplomatique. Son rôle de point d'appui s'est affirmé dès les premières heures lorsque les conseillers réunis à huis clos ont commencé à décortiquer la structure du plan international pour Gaza, non pas pour le rejeter, mais pour en mesurer la solidité réelle. Cette approche méthodique a rapidement ouvert un espace de réflexion que plusieurs États africains attendaient sans le formuler publiquement. Lors d'une consultation menée en urgence avec des experts du Pan-African Law Initiative, l'équipe burkinabé a identifié le risque d'une gouvernance conditionnelle. Le rapport de synthèse indiquait que, sans processus électoral local,
La reconstruction pourrait devenir administrée par des acteurs extérieurs. Cette conclusion, relayée discrètement, a servi de base à une série d'alertes adressées à l'Union africaine. Parallèlement, une réunion bilatérale avec un groupe de diplomates non alignés a mis en lumière l'embarras partagé face au silence accordé aux habitants de Gaza. Plusieurs participants ont reconnu que la stabilité à long terme dépendait moins des financements promis que de la capacité des populations locales à participer aux décisions clés. Ce constat a renforcé l'idée d'un cadre plus inclusif. Ces signaux précoces ont cristallisé un effet immédiat. La crédibilité du plan dépendait désormais de la souveraineté qu'il pouvait garantir, et non seulement de son financement. Il devient évident que la paix exige toujours la voix des peuples. L'annonce du plan de paix en 20 points a agi comme un déclencheur immédiat. En quelques heures, les capitales occidentales ont salué une initiative vue comme structurante. Les communiqués officiels affluaient, alignés, assurant que la reconstruction rapide de Gaza serait enfin possible. L'espoir projeté était clair. Un cessez-le-feu supervisé et un dispositif humanitaire prêt à être déployé. Mais une fissure discrète apparaissait déjà. La question du consentement local n'était mentionnée nulle part. Le point de rupture survient lorsque l'analyse juridique préliminaire est transmise à l'Union africaine. Le document, rédigé sous la direction d'Ibrahim Traoré, ne contredit pas l'objectif de paix. Il expose, calmement mais fermement, 3 vulnérabilités centrales. L'absence de processus électoral local, l'indéfinition de l'autorité dirigeante de Gaza, l'ambiguïté sur la gestion sécuritaire. Ces lacunes déplacent le centre du débat. L'enjeu n'est plus seulement la reconstruction, mais la légitimité du modèle de gouvernance proposé. À partir de là, la séquence s'accélère. Dans les 72 heures suivantes, les échanges diplomatiques doublent entre États africains non alignés. Des câbles confidentiels circulent entre plusieurs chancelleries asiatiques et sud-américaines. Un message se répand. Un accord de paix sans participation locale active pourrait échouer avant même d'être appliqué. Cette inquiétude partagée marque l'entrée dans la phase de haut de la courbe. La réaction des grandes puissances est rapide. Washington insiste publiquement sur l'urgence humanitaire et la nécessité de stabiliser Gaza par une structure internationale forte. Tel Aviv réaffirme que la supervision étrangère est indispensable pour garantir la sécurité. Ces positions se veulent rassurantes, mais elles révèlent un point sensible. Le plan, tel qu'il est conçu, suppose une acceptation passive des habitants de Gaza, sans mécanisme clair pour leur donner la parole. C'est exactement ce que les États non alignés commencent à rejeter. Le haut de la courbe se cristallise lorsque plusieurs gouvernements africains expriment prudemment mais explicitement leur soutien à l'approche de souveraineté défendue par Ouagadougou. Le débat quitte alors le registre technique et devient politique. La question de l'autodétermination, longtemps reléguée, passe au premier plan. Les médias internationaux suivent ce glissement. Le nombre d'articles sur la légitimité du plan augmente de 40% en 3 semaines. La tension narrative se déplace du « comment reconstruire » vers « qui décide de reconstruire ». Et sur ce point, l'avertissement d'Ibrahim Traoré prend une portée inattendue. Puis vient la Duchamp. Les entreprises occidentales suspendent plusieurs contrats de coopération avec le Burkina Faso. Les exportations vers l'Union européenne chutent de 15% en un mois. Les investissements étrangers baissent de 18%. Cette réaction économique vise à isoler diplomatiquement le Burkina Faso. Mais elle produit un effet secondaire inattendu, une solidarité régionale renforcée. Les investissements provenant d'Afrique de l'Ouest et du Sud augmente de 12%. Des gouvernements jusque-là silencieux commencent à défendre publiquement la nécessité d'une participation populaire dans les processus post-conflit. Le slogan « La paix a besoin du consentement » se propage dans les forums en ligne et les mouvements de jeunesse de plus de 20 pays. La dynamique géopolitique change. Le modèle de paix imposé vacille. À ce stade, l'idée centrale s'impose. Un accord conçu d'en haut ne peut survivre sans ancrage populaire. Dans les 3 semaines suivant la déclaration initiale, la couverture médiatique internationale sur la légitimité du plan de paix a augmenté de 40%, un bond qui traduit un déplacement clair des priorités éditoriales. Cette hausse soudaine indique que la question de l'autodétermination commence à structurer la conversation mondiale,
Parallèlement, l'impact économique sur le Burkina Faso a été immédiat. Les exportations du pays vers l'Union européenne ont diminué de 15% en un mois. Cette contraction montre comment les pressions géopolitiques se répercutent rapidement sur les économies vulnérables. Les investissements étrangers directs ont reculé de 18% par rapport à l'année précédente. Ce retrait illustre la dépendance des flux financiers aux lectures politiques dominantes. Mais la dynamique n'a pas été unilatérale. Au moment même où les partenaires occidentaux se retiraient, les investissements en provenance d'Afrique de l'Ouest et du Sud ont progressé de 12%. Cette progression suggère qu'un nouveau réseau d'alliances se consolide autour de la souveraineté populaire. Ces chiffres ne relèvent pas d'un simple effet compensatoire. Ils indiquent que certains États perçoivent l'approche défendue par Ibrahim Traoré comme une opportunité de remodeler les rapports de force diplomatiques. Les données diplomatiques renforcent encore cette lecture. Selon le rapport interne de l'Union africaine, le nombre de pays déclarant leur intérêt pour un cadre de paix, incluant la participation locale, a doublé en 2 semaines. Même si l'information n'a pas été rendue publique, plusieurs diplomates interrogés ont reconnu que la cohérence juridique du raisonnement de Ouagadougou avait accéléré ce basculement. L'argument central « aucune paix durable sans participation des peuples concernés » est rapidement devenu un repère de discussion dans plusieurs capitales. Sur le plan du débat public, les signaux sont tout aussi nets. Dans plus de 20 pays, des forums de jeunes militants ont adopté le slogan « La paix a besoin du consentement ». Cette diffusion rapide ne résulte pas d'une campagne organisée, mais d'une convergence spontanée autour d'un principe démocratique fondamental. Les discussions en ligne, en particulier dans les communautés arabes, africaines et latino-américaines, montrent une réappropriation active des enjeux. Qui parle au nom de qui et qui décide au final de la paix? Dans les institutions internationales, ce faisceau d'indicateurs a modifié la perception de l'intervention d'Ibrahim Traoré. Au départ, perçue comme une réserve marginale, sa position est désormais considérée comme une matrice argumentative. Elle articule des données concrètes, économiques, médiatiques, diplomatiques, pour démontrer que la stabilité ne peut découler d'un modèle imposé. Les chiffres, loin de se limiter à des variations techniques, éclairent un basculement intellectuel, l'idée selon laquelle la souveraineté et l'autodétermination deviennent des prérequis structurels, non plus des revendications périphériques. Au final, ces éléments dessinent une tendance mesurable. La critique du plan de paix en 20 points n'est plus un geste isolé, mais un mouvement appuyé par des données, des alliances nouvelles et une convergence citoyenne réelle. La trajectoire montre que la position de Traoré n'a pas créé la crise. Elle en a révélé les lignes de tension. Le premier argument en faveur du plan de paix en 20 points s'appuie sur la nécessité d'une stabilisation immédiate. Selon ses promoteurs, Gaza, épuisé par des années de conflits, ne peut attendre qu'un consensus interne émerge avant de recevoir une aide humanitaire structurée. Ils soutiennent qu'un cessez-le-feu supervisé et une architecture de reconstruction internationale sont indispensables pour empêcher une nouvelle spirale de violence. Leur position se veut pragmatique. L'urgence prime sur la délibération démocratique. Et dans cette optique, la présence d'acteurs internationaux expérimentés serait la seule garantie d'efficacité. Le second argument, également solide, repose sur la sécurité régionale. Pour les États-Unis et Israël, une implication locale trop large, trop tôt, risquerait de fragmenter la gouvernance de Gaza et d'affaiblir la coordination sécuritaire. Ils estiment qu'un contrôle international temporaire, même imparfait, est préférable à une vacance de pouvoir susceptible de déstabiliser toute la région. En d'autres termes, la stabilité imposée serait un mal nécessaire pour éviter un vide dangereux. C'est une thèse conçue pour répondre à un impératif stratégique plutôt qu'à une exigence politique. Face à ces deux positions cohérentes, la réponse articulée par Ibrahim Traoré ne nie ni l'urgence ni la complexité sécuritaire. Elle introduit un critère souvent relégué au second plan, la légitimité. Le rapport adressé à l'Union africaine montrait que, sans processus électoral local, ni définition claire de l'autorité dirigeante, la reconstruction risquait de se transformer en tutelle étrangère prolongée. Les données diplomatiques indiquant que le nombre de pays intéressés par un cadre participatif
à doubler en 2 semaines renforcent cette analyse. L'autodétermination n'est pas un luxe doctrinal, mais une condition de durabilité. Et l'augmentation de 40% des articles internationaux interrogeant la légitimité du plan montre que cette question dépasse désormais le seul cadre africain. Ainsi, le Stillman ne rejette pas les arguments des grandes puissances, il les place dans un cadre plus profond. La paix peut nécessiter une intervention rapide, mais elle ne peut survivre sans ancrage populaire. C'est précisément ce que le raisonnement de Traoré cherche à préserver, une stabilité qui ne s'effondre pas au premier souffle. La bascule apparaît soudain. Le débat ne tourne plus autour de la faisabilité technique du plan, mais autour de la question que personne n'avait osé formuler publiquement: qui décide réellement de l'avenir d'un peuple en temps de guerre? Ce glissement, d'abord discret, devient central lorsque plusieurs États africains et non alignés reconnaissent que l'argument soulevé par Ibrahim Traoré n'est pas une objection périphérique, mais une faille structurelle du dispositif international. La révélation, ici, ne porte pas sur un chiffre ou une omission administrative. Elle concerne la nature même de la paix proposée. Si les habitants de Gaza sont absents du processus, l'accord risque de ne devenir qu'une gestion externalisée d'un territoire meurtri. Au milieu de cette bascule narrative, un second élément change subtilement les rapports de force. La diffusion rapide du slogan « La paix a besoin du consentement » dans plus de 20 pays. Cette mobilisation inattendue montre que le débat ne se joue plus uniquement dans les chancelleries. Il s'étend désormais dans des communautés diverses, où la légitimité prime sur la vitesse d'exécution. Ce déplacement transforme le centre du dossier et oblige les puissances impliquées à justifier non seulement leurs intentions, mais leurs méthodes. Pour les populations directement concernées, la mise en garde d'Ibrahim Traoré a eu un effet inattendu. Elle a replacé leurs droits au centre du débat. Dans plusieurs pays du Sud, la question de l'autodétermination est devenue un sujet de discussion publique dépassant les cercles diplomatiques habituels. La diffusion du slogan « La paix a besoin du consentement » dans plus de 20 pays a montré que les citoyens reconnaissaient le risque d'une paix imposée sans participation locale. Pour de nombreux habitants des régions affectées par des conflits, cette prise de conscience a ravivé une exigence de souveraineté longtemps étouffée. Sur le plan économique, les répercussions ont été immédiates. La chute de 15% des exportations burkinabées vers l'Union européenne et la baisse de 18% des investissements étrangers montrent combien les conséquences diplomatiques peuvent remodeler les flux commerciaux. Ces chiffres ne concernent pas seulement les entreprises, ils influencent directement les conditions de vie, les emplois et la stabilité des marchés locaux. Mais le mouvement inverse, une augmentation de 12% des investissements en provenance d'Afrique de l'Ouest et du Sud, révèle que certains acteurs économiques voient dans la position de Ouagadougou une opportunité stratégique plutôt qu'un risque. Pour les gouvernements africains et les institutions régionales, l'intervention de Traoré a servi de déclencheur institutionnel. L'Union africaine a intensifié ses discussions sur la nécessité d'intégrer la participation populaire dans les processus post-conflit, rappelant que la stabilité ne peut reposer uniquement sur des accords techniques. Plusieurs États non alignés ont commencé à reconsidérer leur position diplomatique, convaincus que l'absence de mécanismes électoraux locaux dans le plan en 20 points posait un risque structurel. Ce réajustement, bien que discret, montre que la thèse défendue par Ouagadougou s'inscrit désormais dans une réflexion institutionnelle plus large. À l'échelle internationale, les effets sont encore plus significatifs. L'augmentation de 40% des articles remettant en question la légitimité du plan a modifié les priorités médiatiques et contraint les grandes puissances à expliciter ce qu'elles estimaient aller de soi. La multiplication des consultations entre États non alignés, doublée en 2 semaines, a montré que la position du Burkina Faso portait au-delà de son poids géopolitique. Les pressions occidentales, conçues pour isoler Ouagadougou, ont paradoxalement renforcé la cohésion régionale autour de l'idée que la paix doit être construite avec les peuples et non administrée depuis l'extérieur. Au cours des 6 à 12 prochains mois, le scénario le plus probable reste celui d'un ajustement lent où le plan de paix en 20 points demeure appliqué partiellement.
Les États-Unis et Israël introduisent quelques concessions symboliques, sans toutefois transformer la structure centrale du dispositif. La participation palestinienne progresse à la marge, essentiellement à travers des consultations encadrées, sans mécanisme électoral complet. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré continue d'influencer certains États non alignés, mais sans renverser l'équilibre global. La légitimité du processus évolue donc par petites touches, sans rupture majeure. Dans une configuration plus favorable, la pression combinée de l'Union africaine, des pays non alignés et de la mobilisation citoyenne mondiale impose une révision du plan initial. Un cadre réel de participation locale est ajouté, incluant un processus électoral supervisé et une définition claire de l'autorité dirigeante à Gaza. Les grandes puissances, confrontées à un débat médiatique intensifié, plus à 40% d'articles critiques, acceptent d'intégrer ces exigences pour éviter une polarisation diplomatique prolongée. Le Burkina Faso profite alors d'un rôle accru, devenant un acteur de référence dans les discussions multilatérales liées à la souveraineté et à l'autodétermination. Ce scénario ouvre la voie à une architecture de paix plus durable, moins dépendante d'une supervision externe. Dans la perspective la plus défavorable, les critiques portées par Ouagadougou entraînent un isolement économique accru. Les sanctions s'intensifient, amplifiant la chute des exportations burkinabées et le retrait d'investisseurs traditionnels. Les grandes puissances maintiennent intégralement le plan de 20 points, sans inclure les mécanismes de souveraineté réclamés. L'absence de participation locale à Gaza crée une instabilité prolongée, avec un risque de fragmentation politique. Les efforts d'Ibrahim Traoré, bien que cohérents, peinent alors à trouver un relais institutionnel durable. Pour beaucoup d'observateurs, ce débat dépasse désormais la seule scène diplomatique. Il touche à une question intime. Que signifie réellement la paix lorsqu'elle est décidée sans ceux qui la vivront au quotidien ? Dans les régions du Sud, comme dans les diasporas, cette interrogation fait écho à des histoires personnelles de conflits, d'exil ou de marginalisation politique. Elle rappelle que chaque processus de paix parle aussi indirectement de la valeur accordée aux voies ordinaires. Et c'est précisément ce que l'intervention d'Ibrahim Traoré a ravivé dans la mémoire de nombreux citoyens. Pour un public plus jeune, habitué au débat en ligne et aux mobilisations numériques, la diffusion du slogan « La paix a besoin du consentement » a servi de point d'ancrage. Ils y voient une idée simple, accessible, mais profondément politique dans son essence. Aucune solution durable ne peut être construite sans les premiers concernés. Cette perspective résonne particulièrement dans les espaces universitaires, où les discussions sur la justice mondiale et l'autodétermination gagnent en intensité. Elle nourrit un désir de compréhension, mais aussi une volonté de ne plus accepter passivement les récits dominants. L'enjeu n'est plus seulement géopolitique, il devient générationnel. Pour des publics plus larges, moins familiers avec les débats techniques, l'histoire offre un repère plus concret. Le contraste entre l'urgence humanitaire et l'absence de participation locale crée un sentiment d'inconfort difficile à ignorer. Chacun comprend intuitivement qu'une paix imposée risque de se fissurer tôt ou tard. C'est pourquoi de petites clés de lecture, vérifier qui décide, qui participe, qui bénéficie, peuvent aider à lire l'actualité avec plus de nuances. Ces repères n'imposent aucune position. Ils permettent simplement d'appréhender la complexité avec plus de lucidité. Sous l'impulsion des positions défendues par Ibrahim Traoré, un cadre de participation doit être établi rapidement avec des consultations locales structurées. Elles seraient organisées dans les 3 premiers mois et supervisées par des observateurs indépendants. Le critère d'évaluation est simple. Le taux de participation et la diversité des groupes représentés. Sans ce socle, aucune reconstruction ne peut prétendre à la légitimité. Une autorité locale intérimaire doit être définie, non pas imposée, mais validée par un processus électoral transparent. La mise en place pourrait se faire dans les 6 mois avec un calendrier public et vérifiable. La réussite serait mesurée par la clarté des règles, la publicité des résultats et l'absence d'ingérence extérieure. Ce mécanisme donne une colonne vertébrale institutionnelle au processus. Traoré l'a rappelé indirectement. Une force étrangère permanente fragilise la souveraineté.
Un dispositif de sécurité locale, formé et soutenu sans tutelle prolongée, doit être opérationnel dans la même période de 6 mois. Le critère clé, la capacité des habitants à reprendre le contrôle de leur quotidien. La stabilité ne doit pas dépendre d'acteurs éloignés. Un cadre multilatéral réunissant pays voisins et partenaires régionaux pourrait piloter la reconstruction, avec des engagements mesurables, financement, infrastructures essentielles, coordination civique. Le succès se lie dans la continuité des projets et l'intégration des besoins exprimés localement. Ce modèle, aligné sur l'idée défendue depuis Ouagadougou, l'e-participation populaire et efficacité durable. Dans l'atmosphère feutrée de la réunion à huis clos évoquée plus tôt, là où les conseillers de Ouagadougou scrutaient chaque ligne du plan international, un fil conducteur discret s'était déjà dessiné. La paix ne peut naître d'un document sans visage. C'est ce même fil, tissé dès les premières analyses juridiques, qui réapparaît lorsqu'on observe l'impact mondial des propositions d'Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'un éclat médiatique, ni d'une rupture théâtrale, mais d'une conviction patiemment articulée. Le droit des peuples à participer ne relève ni du symbole ni de l'idéalisme. Il constitue le socle qui empêche les accords de s'effondrer au premier choc, comme l'ont montré tant d'expériences post-conflit. Et si la voix venue du Burkina Faso a trouvé un écho aussi large, c'est peut-être parce qu'elle ramène chacun à une idée simple. Une paix durable commence toujours par la reconnaissance de ceux qui la vivront. Dans le silence des salles de négociation, l'évidence demeure, tenace. La paix échoue sans les peuples. À mesure que les débats sur Gaza se poursuivent, une idée se détache peu à peu. La paix n'est pas seulement un accord entre chancelleries, mais un espace que chacun contribue à comprendre et à préserver. Les discussions autour de l'autodétermination, ravivées par la position d'Ouagadougou, invitent à regarder les conflits autrement, non comme des dossiers lointains, mais comme des récits humains où chaque voix compte. C'est dans cette perspective que le slogan « La paix a besoin du consentement » trouve un écho particulier en rappelant que la souveraineté ne relève pas de la théorie, mais du vécu quotidien des peuples concernés. Pour ceux qui suivent l'actualité, quelques gestes simples, prêter attention à qui parle, qui décide et qui est représenté, suffisent déjà à enrichir la compréhension collective, car une paix solide naît aussi de la capacité des sociétés à reconnaître la valeur des voix souvent oubliées.